correctement. Je ne vous entends pas. Est-ce que vous m'entendez? Peut-être que j'ai baissé le son. Ok. Merci. Bien. Merci à tous et à toutes d'ores et déjà d'offrir à Yeshurun votre temps précieux, si difficile à trouver par les temps qui courent. Donc vraiment un grand merci, je sais l'effort que ça représente. Et Bezrat Hashem, du temps il va nous en falloir pour accomplir ce qu'il y a à accomplir ici en Israël, et à travers cela, Bezrat Hashem, pouvoir donner une impulsion à ce monde qui se meurt. La semaine dernière, nous avons commencé avec une introduction de notre mouvement, de la branche politique de Yeshurun, et nous avons évoqué quelques points que j'aimerais, avec votre permission, la permission de ceux et celles qui étaient là la semaine dernière, pouvoir en faire une petite synthèse, afin de commencer par un sujet crucial, de ce droit à la terre, de cette question et de cette problématique qui, grâce à Dieu, vous le verrez ce soir, peut avoir une foultitude de réponses effectives pour maintenant. Yeshurun, dans sa branche politique, est un mouvement qui s'inspire, qui s'enracine dans un projet antique, dans une promesse passée, celle de nos prophètes, celle qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans la bouche de ses serviteurs et qui, durant des millénaires, n'a eu de cesse de nous informer qu'une terre, un jour, J'entends plus rien, ça coupe complètement, je sais pas si c'est que moi. Moi je t'entends bien. Bon, c'est vrai que l'image elle est pas très nette et c'est pas super net au niveau du son, on entend quand même, mais c'est vrai que c'est pas très très net. Ok. L'enregistrement, lui, le sera, et je peux essayer de rapprocher un peu la caméra, si vous voulez. Ou de mettre mes oreillettes. L'image n'a pas trop d'importance, ça n'est qu'une image. Voilà, là vous allez sans doute mieux entendre. Je vous demande de me le confirmer si vous voulez bien. Bon. On a la chance d'être dans un grand bureau, alors il doit avoir de l'écho. Est-ce que c'est bien? On continue. Merci. Donc, Yeshurun est un mouvement dans sa branche politique qui s'enracine dans la vision que nos prophètes ont eue durant des siècles, une vision qu'Akadosh Baruch Hu leur a confiée, qu'un jour prochain, une terre promise, sera l'élection d'une paix universelle, une société de droit, de justice,
au sein de laquelle les membres du peuple qui l'habiteront seront des exemples pour les nations. Un peuple de prêtres, dit-on, un peuple de prophètes, capable de hisser l'humanité à un degré de transformation, de transcendance, qui amènerait toute l'humanité à cet état de paix promise. Alors, bien sûr, pour des êtres de notre époque, qui avons grandi dans la société que nous connaissons aujourd'hui, dont les effets commencent à se faire connaître, dont les qualités commencent à montrer leur tromperie. Et nous avons au sein de Yeshurun, nous avons une volonté, dans un premier temps, de rééduquer ou d'éduquer ou d'informer, tout simplement, le peuple au souvenir de cette promesse ancestrale. Nous sommes ici au-delà des apparences, tous autant que nous sommes, tous avec nos différences, nos différentes compréhensions, nos différentes relations aux religieux, relations à Kadosh Baruch Hu, ou absence de relations. Nous sommes tous là pour la réalisation promise à ce peuple et inscrite dans l'inconscient collectif de l'ensemble de l'humanité. Ainsi donc, la première vocation que s'est donnée Yeshurun dans sa branche politique est de rappeler de manière la plus pédagogique quel était le projet initial, bien avant le sionisme politique que nous avons connu le siècle dernier, bien avant les différents débats politiques qui animent, ou n'animent plus beaucoup d'ailleurs, l'État d'Israël et ses gouvernements successifs. Nous parlons de l'utopie de nos âmes que nous savons en tant qu'être hébreu, qu'en tant que peuple hébreu, qu'il ne s'agit pas en vérité d'une utopie au sens classique du terme, mais bien d'une prophétie, c'est-à-dire la vision d'un avenir qui s'accomplira comme il a été écrit. Ainsi, face à cette masse d'informations que nous préparons à travers ça c'est le problème. Vous m'entendez toujours ? Ok. Et au-delà donc des informations, de l'éducation que nous voulons porter en préparant aujourd'hui de plus en plus des séries de vidéos qui vont être destinées au grand public. Les zooms que nous faisons ne sont que le pied à l'étrier pour pouvoir diffuser ensuite par différents moyens les extraits ou les totalités de nos rencontres, des rencontres que nous voulons de plus en plus populaires. Aujourd'hui, nous n'avons pas invité de personnes pour des raisons techniques, mais nous allons faire ces rencontres de plus en plus en public. La seconde action que Yeshurun souhaite faire et fait maintenant depuis une grosse année, c'est de former les personnes qui le souhaitent à cette nouvelle vie possible. Préparer les êtres à un nouveau système de société. Et nous faisons donc, comme vous le savez pour ceux qui suivent Yeshurun, de plus en plus de cours, de plus en plus de formations pour amener les êtres à se préparer à cette promesse de transformation. Il y a encore une autre étape qui est celle de rassembler les êtres suffisamment formés en collectivité et de les faire vivre ensemble,
que ce soit au milieu d'une ville, dans un bâtiment, ou que ce soit dans un kibbutz, ou que ce soit à n'importe quel endroit en Israël, essayer de coordonner cette avant-garde et de lui permettre d'une vie ensemble tout à fait représentative des valeurs que nous voudrions mettre en place d'un point de vue plus national, plus politique. Et enfin, la dernière étape de notre engagement se fait bien évidemment par un parti politique, mais, je le précise, d'ores et déjà, lorsque les choses avanceront, lorsque le peuple et les grands médias entendront parler peu à peu de notre action, de nos actions et de notre souhait, notre envie potentielle de gouverner ne pourra en aucun cas, même dans une perspective que nous accéderions un jour au pouvoir, le souhait est clairement exprimé aujourd'hui et nous le ferons beaucoup. Nous ne souhaitons pas du tout gouverner, même en tant que majorité, dans le système de société et dans le système politique dans lequel nous sommes. Et donc, la première réforme que fera Yeshurun sera un référendum qui invitera le peuple à l'acceptation d'une nouvelle constitution, ou d'une constitution tout simplement. Vous savez que nous avons un corps de loi qui n'est pas véritablement une constitution en Israël, mais peu importe, une constitution qui explicitera la silhouette potentiellement salvatrice de cette nouvelle société. Alors cette constitution n'est pas mystérieuse, nous avons d'ores et déjà les grandes lignes, les grandes directions d'une forme politique. Elle est sur notre site, elle est sur nos réseaux sociaux, donc vous allez pouvoir la découvrir au fur et à mesure. Il y a 32 directions qui seront nécessaires à la mise en place de cette nouvelle société. Et ce soir, par exemple, nous allons exposer l'une d'entre elles qui a une importance, me semble-t-il, capitale, et nous allons développer ce soir pour découvrir à quel point elle est capitale. Il s'agit d'une revendication qui semble sortir des âges, une revendication qui pourrait éventuellement nous intéresser quand nous observons des sociétés que nous pourrions estimer comme primitives au fond des villages d'Amérique latine. C'est le droit à la terre. Ce droit à la terre qui est l'une des bases fondatrices du projet de société qu'Akadosh Baruch Hu, de sa bouche, nous a promis. Une répartition équitable des terres en fonction de sa tribu, de sa famille, du nombre de personnes qui la constituent. Une équité qui va permettre l'autonomie. L'autonomie des individus, l'autonomie des collectivités et quelque part l'autonomie de l'État. Je voudrais encore un tout petit instant faire une seconde précision sur les ambitions clairement exposées de Yeshurun dans sa branche politique. Quand bien même nous parviendrions à mettre en place le système politique que nous souhaitons, par, une fois encore, une approbation du peuple, l'objectif ultime de ce nouveau système politique, de ce système de gestion du peuple, est de disparaître. C'est-à-dire que sa fonction
ontologique, sa fonction essentielle est de former le peuple au retour à son autonomie et à son autodétermination, le former, puis se retirer. Je vous rappelle, et je finirai par cela, un point fondamental, notre peuple a été constitué de la sorte. Par tribu, pas de dirigeants, pas de gouvernance, même pas de roi. Notre peuple, lorsqu'il est éveillé, c'est-à-dire lorsqu'il est relié à son Créateur, lorsqu'il est plein de sa spiritualité, n'a pas à être gouverné par autre chose que sa reliance au sacré. Je vous l'accorde, on n'y est pas. C'est un chemin, peut-être un long chemin, ou peut-être pas tant que ça, quand on observe la société, comment elle évolue ces 3 ou 4 dernières années, à coups de fouet, à coups de choc, à coups de sang. Alors peut-être que l'humanité se réveillera plus rapidement que nous l'imaginons. Mais quoi qu'il en soit, les choses sont claires. Un gouvernement tel que nous l'imaginons au sein de Yeshurun est un gouvernement et une gouvernance provisoire au service du peuple et pour laisser le peuple diriger. Les briottes, à votre santé. Alors, si la Torah nous ordonne de partager équitablement la terre, c'est que sans doute il y a un sens à cela. Quand on regarde très simplement, de manière extrêmement pragmatique, qu'est-ce que pourrait nous donner une terre? À moi, à vous, un bout de terre en possession, qu'est-ce que je fais de cela? Au-delà de pouvoir avoir du plaisir de se dire, voilà, j'ai attendu plus de 2000 ans, j'ai souffert le martyre pendant plus de 2000 ans, et là, cette terre-là, on me dit que c'est à moi. Mais pourquoi? Pourquoi faire? Eh bien, il y a des choses qui sont une fois encore inscrites dans la parole de nos prophètes et qui doivent nous servir de direction. Il est écrit, il est décrit la manière dont les Hébreux, de retour sur leur terre, allaient vivre. Il est écrit qu'ils rebâtiront leur maison. Il est écrit qu'ils planteront leur potager. Il est écrit qu'ils donneront leur terre en héritage, qu'ils pourront sur leur terre faire leur activité professionnelle, que ce soit l'artisanat ou ce qu'ils veulent. Nous pouvons sur notre terre planter une véritable pharmacie naturelle, extrêmement aisément. Nous pouvons sur notre terre même donner naissance à nos enfants, les éduquer et également enterrer nos morts. En vérité, une terre, lorsqu'on la possède, et lorsqu'un État, une gouvernance bénite nous permet d'y exercer ce que nous voulons, il est possible sur un bout de terre de répondre à toutes ces nécessités vitales, à toutes les essentialités de la vie. Toutes. Là encore, je sais bien à quel point
ces quelques derniers siècles, nous avons été, nous en tant qu'Hébreux et les nations du monde également, dépossédés de notre conscience à être autonomes. Doucement, doucement, sans jeter la pierre à qui que ce soit, mais les systèmes qui se sont mis en place par la petitesse que peut être parfois un être humain, a fait que les systèmes se sont radicalisés contre les grandes essentialités de ce qu'est un être humain. Et peu à peu, avec en particulier la création de l'école par les grands esprits colonisateurs, qu'ils soient religieux ou qu'ils soient politiques, ils ont fait de nos enfants, ils ont fait de nos parents des serviteurs de leurs propres intérêts. Et en très peu de temps, peut-être en 200 ans, ni plus ni moins, nous avons oublié que pendant des dizaines de milliers d'années, des centaines de milliers d'années, nous construisions nos maisons. Nous savions planter nos potagers et nourrir nos familles. Nous savions élever nos animaux. Nous savions nous soigner pour les bobos quotidiens de la vie. Nous savions tout ce qui est nécessaire à une existence sur Terre. Et nous avons tout oublié. Nous nous sommes laissés emprisonner. Et nous sommes aujourd'hui esclaves de notre ignorance. Et pourtant, je vous le dis, de par cette année et demie passée parmi nos frères à faire des actions sur le terrain, à reformer les gens à ces essentialités, cela revient. Cela revient comme si ça avait toujours été là. C'est inscrit dans notre mémoire, c'est inscrit dans nos gènes, dans nos cellules. C'est sans doute l'ADN même qui se trouve dans nos atomes, et il suffit de quelques heures parfois pour laisser ressurgir toutes ces connaissances. Il y a assurément un problème qu'on va nous opposer à cette vue qui consisterait à redonner de la terre à tous et à laisser les gens grandir en autonomie. Ce problème premier est un mythe fortement ancré dans notre conscience, car depuis le sionisme politique et le nécessaire combat qu'ont mené ces hommes et ces femmes pour nous faire revenir en terre d'Israël, de nombreux mensonges ont été élaborés pour nous stimuler. L'un de ces mensonges est que notre terre, la terre sainte d'Israël, est une petite terre. Nous avons peu de place, et donc il faut se contenter de peu. Le prix du mètre carré est cher, oui, mais c'est tellement rare. Je vais vous donner des chiffres et vous estimerez par vous-même quelle est la réalité des faits. La terre d'Israël fait environ 23 000, j'arrondis, 23 000 kilomètres carrés. Alors sur une carte, c'est effectivement assez petit. À peu près 420 kilomètres
du nord au sud, et dans les parties les plus larges, on est à 114 km. Donc c'est vrai que sur une carte du monde, c'est absolument minuscule. Mais si nous faisions revenir les millions de Juifs dispersés parmi les nations maintenant, c'est l'une des 32 directions fondamentales du programme de Yeshurun, c'est de faire revenir au plus tôt et dans les meilleures conditions l'ensemble des membres d'Israël sur leur terre. Donc, si toutefois nous avions bel et bien, à peu près, peu importe, ne nous disputons pas sur les chiffres et les différentes opinions, disons symboliquement 12 millions d'Hébreux sur notre terre, là, maintenant, il est calculé que chacun posséderait potentiellement 2000 mètres carrés. Vous êtes 5 dans votre famille, comme je l'ai su. 10 000 mètres carrés par famille. Voilà à quoi ressemble la petite terre d'Israël lorsqu'elle sera redistribuée. Mais vous allez voir que les propositions politiques de Yeshurun sur ce sujet ne se contenteront pas et ne se limiteront pas à cette immensité. Je ne sais pas si vous, juste pour ceux qui n'ont pas trop les notions de ce qu'est 10 000 mètres carrés, eh bien, vous pouvez imaginer ce qu'est la superficie d'une maison. On va dire, toujours pour cette famille de 5, environ 150 mètres carrés. Vous voyez, surtout si vous êtes en Israël, ce qu'est à peu près 200 mètres carrés de jardin. C'est déjà une belle maison, une belle villa. Eh bien, vous arrivez là à environ 300 mètres carrés. Et nous parlons pour une famille. Et là, nous parlons de 10 000. Pas 1000, 10 000 mètres carrés. J'insiste, oui, je sais, un peu lourdement, mais c'est effarant. Donc, sur cette superficie gigantesque, que pourrions-nous en faire ? Que pourrions-nous faire ? Comme je viens de le dire, il y a bien évidemment une maison à construire. Cette maison, lorsque nous apprenons à la construire, comme nous proposons, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, des formations sur le sujet, ces formations sont sur place, mais elles vont être en ligne de manière avec des propositions extrêmement précises pour vous apprendre à construire votre maison, qu'elle soit en bois, qu'elle soit en bottes, en terre, et plein de matériaux possibles et imaginables. Nous pouvons construire des maisons dans les référents, dans les critères de luxe occidental pour 10% du prix du marché. Si nous employons des gens, ça va arriver à 30%. Mais il y a des moyens, et on en parlera ultérieurement lorsqu'on parlera véritablement de l'habitat. Nous parlerons des manières d'arriver à ces 10%. Donc vous avez 150 mètres carrés, vous avez dépensé 10% du prix du marché. Vous pouvez faire, bien sûr, votre alimentation, comme je vous l'ai dit, et je vais vous donner un exemple parce que l'agriculture, bien sûr, a une place prépondérante dans la littérature juive et en particulier des anciens Hébreux. La Torah elle-même a quasiment la moitié de ses ordonnances qui sont liées, directement liées ou indirectement, à l'agriculture. Il y a donc une relation entre la prêtrise, c'est-à-dire l'aspect spirituel le plus haut de l'être, et la relation à la terre, qui est inscrit dans nos gènes et dans notre littérature religieuse.
C'est pour cela que je voudrais prendre un petit instant pour préciser des choses sur la possibilité de créer son potager. Je vous donne quelques chiffres. Prenez le temps de les visualiser. Une personne a besoin, en moyenne, de 125 kilos de nourriture par an. De fruits et de légumes, oui, par an. Cela fait pour notre famille de 5 à peu près 700 kilos. Eh bien, en permaculture, c'est-à-dire l'agriculture que nous utilisons, qui est une agriculture écologique et basée sur des connaissances antiques, cette permaculture se répand à grande vitesse dans le monde de par les résultats que nous avons. Eh bien, en permaculture, on arrive à 900 kilos de fruits et de légumes par an sur 100 mètres carrés. C'est-à-dire plus qu'il ne faut, mais non pas sur nos 10 000 mètres carrés. Hop. Dis-leur que j'arrive, s'il te plaît. Ah, je vais prendre ton téléphone, je pense, parce que ça ne veut pas marcher. Ah non, pas du tout, étrange. On aborde ces sujets-là. Non, non, il faut pas se Ok, déconnecter. je vais prendre ton téléphone. Juste un instant, il va vous joindre. Voilà, je vais prendre le portable de Raphaël. Je vais essayer de me connecter avec les oreillettes également. Voilà. Bien. Je disais donc, que ces chiffres de 900 kilos de nourriture par an pour cette famille est sur 100 mètres carrés, pas sur 1000
et pas sur les 10 000 qui seront potentiellement donnés à chaque famille de 5. Oui. Alors, j'ai fait un petit calcul. Si toutefois certaines personnes voulaient exploiter la totalité de ce terrain, bien sûr, ça ne peut pas se faire comme cela, mais c'est simplement pour donner corps aux propos, même si ça reste théorique et des tas de variantes vont venir préciser les choses. Mais ça ne viendra en aucun cas annuler cette réalité. Eh bien, l'excédent en nourriture pour cette fameuse famille, qui a 10 000 mètres carrés, l'excédent en nourriture sera de 89 000 kilos par an. Alors pour ceux qui mangent bio et qui connaissent le prix du kilo, je vous laisse faire le calcul. Alors je ne suis pas là pour vous dire écoutez, c'est formidable, on va tous être millionnaires, mais parce que ce n'est pas vrai, on ne fait pas à 5 personnes en permaculture, on ne gère pas 10 000 mètres carrés, d'accord ? En revanche, lorsque nous aurons ensemble parlé précisément des collectivités et comment nous créons des collectivités, pour ceux qui viennent le mercredi ou qui suivent les cours du mercredi, vous en savez un peu, mais on va préciser bien sûr tout cela. Alors oui, ça devient une économie possible, une économie viable et véritablement une transformation en or de son bout de terrain. Alors, mais bien évidemment, je ne suis pas en train de dire que le peuple d'Israël doit être un peuple qui est dans l'agriculture et qui ne fait que cela. Non ? Mais je sais par expérience maintenant qu'énormément de gens sont liés à l'agriculture et que le retour en nous-mêmes, avant tout, notre reliance recherchée avec notre Créateur, elle appelle naturellement les gens au retour à la terre, même lorsqu'on ne formule pas les choses de la sorte. Nous le voyons à travers le monde, dans toutes les sociétés très urbanisées, dans toutes les sociétés très corrompues d'une manière ou d'une autre. Le mouvement du retour vers la terre est un processus tout à fait naturel. Lorsque l'horloge cosmique a besoin de l'être humain pour pouvoir se redresser, il est évident qu'il faut se baisser vers sa terre pour pouvoir se redresser vers son Créateur. Donc, sans que chacun de vous devienne des agriculteurs, il est vrai que chacun de vous peut être autosuffisant en nourriture de manière très simple. Oubliez toutes les idées reçues de cette agriculture absolument terrible qui épuise tout le monde. Nos technologies aujourd'hui, une technologie de sagesse, pas nécessairement une technologie point de vue matériel, même si je suis tout à fait favorable à la haute technologie dans une certaine mesure. Là, je parle d'une technologie de sagesse, fait que, grosso modo, pour avec 30 mètres carrés de culture, on arrive à produire 300 kilos de nourriture par an. Donc pour 2 personnes. Pour 2 personnes, on produit toute sa nourriture en légumes et en fruits. 30 mètres carrés. Je donne ce chiffre parce que certains d'entre vous ont des tout petits jardins et se disent « Ah, c'est tellement dommage ». Oui, mais les chiffres depuis maintenant une quinzaine d'années, grâce au développement de cette permaculture, les chiffres viennent nous faire totalement imploser notre conscience de ce qu'est l'agriculture et de ce qu'elle pourrait être demain.
Je disais tout à l'heure que vous allez voir comment on ne va pas se contenter de ces 10 000 mètres carrés par famille de 5. Je vais prendre, et ce sera la dernière fois, j'espère, je crois, que je vous citerai des chiffres, mais ils sont tellement révélateurs et porteurs. Aujourd'hui, en Israël, nous avons à peu près 4500 kilomètres carrés d'agriculture. 4500 kilomètres carrés d'agriculture sur tout le territoire. Eh bien, si demain, et Bezrat Hashem, lorsque demain, le mouvement de Yeshurun sera au pouvoir, en l'espace de 2 années, nous pourrons démultiplier par 4, au moins par 4, la superficie de ces 4500 kilomètres carrés. Pourquoi ? Grâce à la permaculture. Je m'explique. Sur ces 4500 mètres carrés, aujourd'hui, l'agriculture intensive, l'agriculture chimique, qui représente 99,9% de ce que nous produisons ici, en Israël, serait, en espace de 2 ans, c'est une estimation très, très rationnelle, en l'espace de 2 ans, peut transformer toutes ces terres, toutes ces 4500 mètres carrés. Donc, sans physiquement s'agrandir, mais le potentiel en kilos de fruits et légumes que nous allons récolter sera 4 fois supérieur. C'est pour ça que je dis la superficie va se multiplier. C'est comme si la superficie allait se multiplier par 4 au moins. Alors, à l'image de toute la nation, si ces collectivités, ces coopératives agricoles fonctionnent comme il se doit et font fleurir tout Israël, alors c'est toute la superficie d'Israël qui sera multipliée par 4 en l'espace de quelques années à peine. Oui. Alors pourquoi, si c'est si facile, pourquoi est-ce que personne, ni au gouvernement, ni dans les diverses instances politiques d'une manière ou d'une autre, pourquoi est-ce que personne ne parle de cela ? Pourquoi le ministre de l'Agriculture n'a aucune idée de ce qu'est la permaculture, des milliers de rapports scientifiques, y compris au CNRS, à Harvard ou dans tous les plus grands centres de recherche du monde entier, ce que je dis est démontré. Eh bien, c'est assez simple. Ces gens-là ne sont pas bêtes, ils sont simplement dans un système. Et quel est ce système ? Il est que ces gens-là sont propriétaires, ces gens-là, quand je dis ces gens-là, les représentants de l'État, nos employés, sont propriétaires de 93% de la terre. L'État d'Israël est propriétaire de 93% de la terre. Dans ce lot, le KKL représente 12%. Oui. Alors, dans les 7% restants, eh bien, c'est de la propriété privée qui est en général amassée de manière très significative dans la main de quelques privilégiés seulement,
Les autres, qui ont accès à la propriété, n'ont une propriété que fantoche, illusoire, puisqu'en vérité, elle est propriété des banques, et que ce n'est qu'à, dans le meilleur des cas, qu'au moment de sa mort, ou quelques années à peine avant, que les personnes vont finir de rembourser le double de la valeur de leur maison, de par les prêts colossaux que les banques leur réclament. Voilà, il y a encore une donnée qui va vous éclairer sur pourquoi les choses sont si difficiles en Israël. Les églises, pour ceux qui vivent en Israël, vous en avez entendu parler. Eh bien, l'église la plus puissante, l'église grecque orthodoxe, représente le propriétaire foncier privé numéro 1 en Israël. Dans la ville sainte de Jérusalem, dans la vieille ville en particulier, ce n'est que 20% du patrimoine. Je plaisante quand je dis ce n'est que, n'est-ce pas? C'est ironique. 20% du patrimoine. Oui. Alors, loin de moi, et vous, pour ceux qui me connaissent en tous les cas, et particulièrement dans Yeshurun Neshama, toute la partie d'enseignement spirituel, vous savez à quel point je suis attaché à la fraternité, l'unité du peuple et la fraternité avec les nations. Donc ce que je dis là, à travers l'institution de l'Église, n'a rien à voir avec un dénigrement des croyants ou de la religion chrétienne en particulier. Cela est un tout autre débat. Nous parlons du droit à la terre qui est promis au peuple hébreu, que les chrétiens sont censés respecter l'ordre thoraïque. Et voilà comment nous nous faisons déposséder de notre terre. Nous, le peuple, bien sûr, vous l'avez compris, pas nous l'État, pas nous les multinationales, pas nous les banques, mais nous, le peuple. Alors, il est possible, bien sûr, sur chacun des points, on en parlera peut-être ensemble si vous avez des questions précises, avec grand plaisir. Mais je voudrais vous dire encore juste quelques mots, quelques instants, sur d'autres formes de difficultés que nous avons à surmonter. Et assurément, avec l'aide de Dieu, cela se fera, car pour ma part, étant un homme de foi, et de foi en la promesse des prophètes tout au moins, je sais que le projet Yeshurun va se réaliser, quelles que soient les personnes qui le portent. Ce n'est pas mon projet, ce n'est pas le projet de quelques personnes, c'est une promesse qui est en train de se réaliser et qui se réalisera au-delà de toutes les difficultés, au-delà de notre raison, au-delà de notre accord ou de notre désaccord. Mais comme pour ma part, j'aime tout de même respecter la rationalité et la logique des choses, je crois qu'il est sage, surtout quand on s'engage en politique, de pouvoir décrire un peu les difficultés. Les propriétaires terriens, même s'il y en a peu, lorsqu'on va leur dire, écoutez, chers amis, voilà, chacun va pouvoir avoir un bout de terre, eh bien, ils ne vont pas être contents. Eux ont investi, ils ont dépensé leur argent. Et comme je l'ai dit, certains d'entre eux
beaucoup d'argent, toute une vie d'investissement pour avoir ce bout de terre, et tout d'un coup on va le donner. Donc ça c'est une difficulté. Et il ne s'agit en aucun cas d'avoir l'esprit des dirigeants communistes. Oui, quand la répartition des terres ou des richesses devait se faire. Il est question de pouvoir respecter chacun dans ce qu'il est et au degré de sa foi et au degré de son engagement dans la nouvelle société. Pour ce cas précis, il faut distinguer deux choses. C'est cette classe populaire qui a réussi malgré tout à accéder à la propriété et qu'il va falloir respecter et aider pour surmonter cette difficulté avec des dédommagements, avec des aides, des taxes, etc., etc. Il y a toute une liste de propositions que nous mettrons en discussion. Mais pour ce qui est de la deuxième partie des propriétaires, ce sont les spéculateurs. Des gens qui achètent, qui revendent, qui font tout le commerce que vous savez en Israël. Et cela, c'est une vraie difficulté. Là, c'est une vraie difficulté, mais de la même manière, nous commençons d'ores et déjà à faire des consultations avec de gros propriétaires terriens. Alors, avec mon équipe, on prend des rendez-vous et on expose Yeshurun. Et on se dit, regardez, à ce niveau-là, on va avoir une difficulté. Comment vous pourriez être avec nous ? Il ne s'agit pas de vous mettre en prison, il ne s'agit pas de vous déposséder de ce que vous avez. Il s'agit d'essayer de trouver ensemble quelque chose de juste, quelque chose d'équitable, quelque chose d'entendable. De toutes les manières, muni de la foi dont je vous parlais, et de la foi je sais que nombre d'entre vous ont, les choses se feront, que ce soit petit à petit ou brutalement. Si ça doit être brutalement, ça ne sera pas de notre main. Ce sera l'effet extérieur, une volonté supérieure qui amènera plus de radicalité. Mais sinon, tant qu'il peut y avoir échange, tant qu'il peut y avoir éducation, même à l'égard de ceux qui pourraient être considérés comme les ennemis d'une société d'équité, nous préparons le terrain. Nous voulons rencontrer, nous voulons négocier. Négocier, nous voulons de la concorde d'ailleurs, plus que négocier. Et je pense que c'est possible. Les rendez-vous que nous avons eus pour le moment sont extrêmement enthousiasmants. Parce que il peut y avoir, par exemple, et c'est des pistes, il y en a beaucoup, mais je vous dis pourquoi c'est ça. Le climat est plutôt très favorable lorsqu'on leur parle. Des investissements qu'ils font habituellement dans la spéculation vont pouvoir servir à construire le nouveau. Et dans ce nouveau, je vous en ai fait la démonstration avec un seul point, l'agriculture, il y a de l'or à se faire, véritablement. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails. Et ça, les gens le comprennent. Et ce que je constate, et je suis sûr que vous faites souvent le même constat, c'est que en dehors des systèmes, lorsqu'on échange avec des gens même très différents et aux intérêts a priori radicalement opposés, il y a toujours des terrains d'entente. Et voilà, c'est dans cette posture intérieure que nous voulons ensuite, peu à peu, régler toutes ces difficultés. Oui. Dernier point, très paradoxal, mais il existe. Le monde religieux. Tout ce que nous proposons au sein de Yeshurun est à la fois connu par un certain nombre d'érudits qui savent ce qui doit arriver, n'est-ce pas ? Mais comme vous le savez, ils sont dans l'attente messianique, avec leur point de vue
de comment ça pourrait se passer, de comment ça doit se passer, etc., etc. Et cet attentisme-là est devenu une structure mentale extrêmement rigide. Par conséquent, souvent, le monde religieux, quand je dis le monde religieux, je ne parle pas des gens comme vous et moi. Je parle, pour faire un parallèle, des gens d'église. Oui, ceux qui ont un pouvoir à défendre. Eh bien, ils ne sont pas forcément intéressés par ce que nous faisons. Et bien sûr, vous le savez, ils nous rétorquent que c'est le Messie qui doit faire cela et que nous n'avons pas à rentrer dans ces affaires-là. Alors c'est sans doute pour ces gens un Messie du ciel. Très bien, je le respecte. Mais personnellement, et avec l'équipe de Yeshurun qui grandit chaque jour, nous ne sommes pas de ce point de vue-là. Nous voulons, comme le roi David l'a fait, commencer avec une poignée d'hommes, commencer même avec les plus éloignés, les plus proscrits de la société, et peu à peu acquérir des lettres de noblesse par nos actions, par nos propos, par notre crédibilité. Et bien évidemment, Bezrat Hashem aussi face au système de l'orthodoxie en place. Voilà, chers amis, c'est une petite heure d'exposé. Bien sûr, nous allons parler, échanger maintenant, mais c'est probablement suffisant pour vous permettre de réfléchir et de participer. Voilà, chers amis. Alors peut-être que certains ont écrit des questions, n'est-ce pas? J'ai vu passer, mais c'est un peu loin. Si certains ne veulent pas prendre parole, je vais essayer de lire des questions. Et si vous voulez prendre parole avec grand plaisir, c'est plus facile pour moi, mais je vais quand même essayer de trouver. Oui, bien sûr. Oui. Alors, oui. Alors, juste un instant par rapport à ce que tu dis, si tu veux bien, une précision, oui, parce que ce principe, en vérité, existe déjà, avant la guerre, avant le 7 octobre, toujours par le même Netanyahou. Il s'agissait d'aller, par exemple, comme tu le sais, dans le Golan ou dans le Negev, etc. Et là, ce n'est pas 5%, mais parfois c'est même gratuit. Mais c'est, bien évidemment, 500 mètres carrés, pas 2000 ni 10 000, mais c'est bien, gratuit. Simplement, il y a des conditions à cela.
Quelles sont les conditions? Eh bien, vous devez faire venir l'eau. Ça vous coûtera à peu près 150 000 shekels. Et puis, vous devez faire construire votre maison par l'entrepreneur de l'endroit. Ça vous coûtera à peu près 1 500 000, mais on vous fera des crédits et des facilités pour le crédit. Bien sûr, des crédits qui feront que ce 1,5 million deviendront 3 millions. Et puis, vous devez forcément avoir un système de sécurité. Et ça vous coûtera tant par mois, etc., etc. Je n'ai pas tous les chiffres en tête sur tous les détails. Mais voilà par exemple ce qu'avant le 7 octobre, les propositions de dons de la terre. Je ne crois pas, en aucun cas, que ces gens, non pas qu'ils soient mauvais, intrinsèquement mauvais, mais de par la structure mentale qu'ils ont acquise pendant des décennies, je ne crois pas du tout que ces gens-là seront capables de donner quoi que ce soit. Et nous verrons, Bezrat Hashem avec ces militaires, comment les choses se passeront. Mais je pense que, a priori, fort de l'expérience que nous avons, d'ores et déjà, il y a anguille sur roche, systématiquement. Maintenant, Bezrat Hashem, les choses aussi prennent, dans le monde et en Israël, prennent des tournures parfois assez métaphysiques, assez irréelles. Donc, je suis tout à fait à même d'accepter l'idée que des miracles littéralement puissent se passer et que leur esprit de plus en plus fou se mette à libérer des choses spontanément. Ça, c'est possible, mais tu vois, à mes yeux, c'est dans l'hypothèse du miracle. Voilà, je voulais préciser cette chose-là. Tu es toujours là, Emmanuel? Ah oui, pardon. Je te laisse poursuivre. Oui. Bien sûr. Oui, mais c'est évident. Bien sûr. Oui, absolument. Bien sûr, prenez parole. Au contraire, je ne cesse de le dire dans nos entretiens, on ne parvient pas à être suffisamment intelligent seul. Et vous devez prendre la parole et ça, c'est absolument formidable. C'est nous, c'est ensemble que, c'est par une parole partagée que les choses vont se mettre en place. Hein.
Merci. Merci. Je- Oui, oui. Alors, vas-y, je t'en prie. Non. Ce que tu as dit sur ordre thoraïque doit être le Shabbat de la terre, la Shemitah doit être respecté. Ça, c'est une chose à part entière, mais qui n'est pas liée à la permaculture, non. La permaculture est une technique de combinaison des plantes entre elles qui vont s'entraider à pousser de manière très très intense et de manière optimale et donc qui ont un rendement absolument extraordinaire qui va de 4 fois la norme qu'on a aujourd'hui jusqu'à 9 fois. Donc c'est absolument prodigieux. Mais on en parlera. Alors je ferme la parenthèse de la permaculture. Dans ce que tu dis, toi tu abordes un sujet qui forcément est lié, mais qui est quand même un autre sujet, à savoir l'argent, le capitalisme et notre moyen d'échange, si je puis dire. Et bien sûr, je te suis dans une certaine mesure, mais on fera un rendez-vous exclusivement sur cela. Je n'ai, je veux rebondir d'abord sur l'idée de l'effort personnel. Eh bien sûr, tu as raison, c'est mon cheval de bataille, c'est d'abord nous qui devons nous éveiller, nous réveiller, c'est nous qui devons nous améliorer pour que la société s'améliore, c'est nous qui devons accéder à un état de paix si nous voulons espérer un jour une véritable paix nationale, internationale. Donc je ne conteste pas, bien évidemment, ce que tu soulignes. Cela étant, il y a une réalité, une fois encore, ici en Israël, plus que partout ailleurs. C'est que, je te donne l'exemple d'un ami qui fait un beau projet, je ne sais pas s'il est là ce soir, Jonathan, qui fait un beau projet à Yavniel avec Yeshurun. Il a acheté de ses fonds un terrain à prix d'or, un petit terrain, 1500 mètres carrés pour y faire une exploitation. Il a dépensé une véritable fortune. Je ne dirais pas le chiffre tellement que c'est... Enfin si, je vais dire le chiffre pas de son exploitation, mais de ce que nous avons compris avec les différents projets que nous chapeautons aujourd'hui en Israël. Un terrain agricole d'à peu près 1000 mètres carrés pour pour le faire vivre, pour pouvoir planter, amener de l'eau, etc., etc. Il faut arriver à un budget qui avoisine les 700 000 shekels, presque 200 000 euros pour 1000 mètres carrés. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Il y a, je ne sais pas non plus si vous êtes là, mais un nouveau proche de Yeshurun qui vit en France, qui a acheté des hectares et des hectares pour 200 000. Alors quand je lui dis oui, parce qu'il voudrait peut-être investir en Israël, alors quand il me dit j'ai 200 000 euros et que je lui dis ce qu'on peut avoir pour 200 000 euros et ce que lui peut avoir là-bas pour 200 000 euros. Non, c'est pas que c'est pas crédible, c'est que c'est pitoyable. Oui. Donc, on a beau, nous, faire des efforts personnels. Qui, aujourd'hui, peut mettre 700 000 shekels pour un bout de terre ? Et donc, oui, pardon ? Voilà, c'est une immense mitzvah, oui. Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais alors, alors voilà. Alors exactement. Mais tu as bien dit. Je te redis ce que je disais juste précédemment. Qui peut le faire ?
C'est-à-dire que le travail dont tu parles, Garlic, c'est que c'est possible lorsqu'on a les finances. Mais qui les a? Et bien sûr, quand on les a, il vaut évidemment mieux les investir dans la terre et dans ces projets extraordinaires qu'il fait, plutôt que de les laisser en banque. C'est évident, oui. Mais qui peut? Même pas 1% de la population pourrait faire ça. Et donc voilà, on se retrouve au-delà du travail intérieur, on se retrouve dans une problématique. Et ce n'est pas tout. Emmanuel, tu le sais. Notre pauvre homme, qui est un très bon ami, commence à cultiver ou commence à construire un petit lieu d'1 mètre carré pour mettre ses outils, comme le font les différentes personnes qui créent des fermes tout autour. Mais ils ont des problèmes toutes les 2 minutes avec des, comment dit-on en français, des pacades, des surveillants, des contrôleurs qui viennent et qui leur disent « Non, mais ça, vous n'avez pas le droit de faire. Et puis, vous n'avez pas le droit de niveler la terre. Et puis, vous n'avez pas le droit de planter ça. Et puis, vous n'avez pas le droit de mettre votre ombrage. » Mais pourquoi un ombrage? Parce que la loi veut que ce soit 3 mm. Et je vois que le vôtre fait 5 mm. Et ils font enlever la toile en question. Oui. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une politique extraordinairement élaborée de destruction systématique de tout projet alternatif. Et ça, je vous le dis, pas comme, je ne sais pas, un militant révolté, je vous le dis par expérience de plus de 15 ans de monde alternatif en Israël. J'ai vu des dizaines de familles jetées à la rue parce qu'ils avaient décidé de se mettre dans un artisanat agricole ou bien d'élevage et que donc les normes qu'ils attendent ne sont pas celles, bien évidemment, que nous pouvons leur offrir. Et donc c'est du systématisme. Je vous donne un dernier chiffre là, très très concret. À Yavniel, sur environ, je crois, 70 familles installées dans un périmètre peut-être de 5 km², lorsque ces contrôleurs sont venus, ils ont fait ou détruire, ou changer, ou évacuer plus de 90% des gens. En combien de temps? En une journée. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, c'est vrai que nous sommes patriotes, que nous sommes pleins de foi, et il faut bien le dire, que l'agence juive et tous leurs collaborateurs nous ont bien bourré le crâne pour cette mitzvah. C'est vrai, je le crois fondamentalement, mais je crois qu'il faut mettre aussi un holà aux abus. Oui, une agence, Emmanuel, une agence, il n'y en a que 2 d'ailleurs, à Yavniel, et donc ces 2 agents nous ont fait visiter des terrains pour la Keïla qui veulent acquérir de plus en plus de terrains, et là pour les collectivités. Eh bien, on leur dit, mais comment est-ce que c'est possible qu'un terrain, là maintenant, vous nous le proposez à 300 000 shekels? C'est un terrain agricole, c'est encore plus cher que les terrains constructibles, il n'y a même pas 3 ou 4 ans. Il dit, oui, mais les gens veulent y mettre des tentes pour y dormir. Et, eh bien donc, on fait les terrains au prix du constructible. Alors, bien sûr, ce n'est pas constructible. Mais voilà leur argument. Alors, sous prétexte que nous... Alors, c'est un système. Vous savez, vous connaissez un peu, je suis très vigilant avec qui est l'ennemi. Oui. Mais dans les faits, je suis plus à l'aise avec le changement d'un système. Oui. Parce que quand ces gens-là... Oui.
Alors c'est vrai que c'est nous tous, c'est collectivement qui avons créé ces systèmes, oui, même s'il y a une élite qui a été à la tête et à l'initiative de ça, mais on a suivi. Chacun était libre de dire non, oui. Donc voilà, on est une unité face à cette difficulté, à cet échec, donc on doit chacun assumer une partie en tous les cas de cela. Et comme je le disais tout à l'heure avec ces gros promoteurs que nous rencontrons pour essayer de trouver des chemins de discussion, même ces gens-là, je vous dis, quand ils sortent de leur système pour parler ouvertement d'autres possibilités, alors on retrouve des êtres humains qui, avec leurs valeurs et de potentielles bonnes valeurs, oui. Et je suis convaincu, on a l'expérience de ça, pardonnez-moi une toute petite parenthèse, mais une expérience de ça pendant 7 ans d'autonomie à Mata, dans un moshav, dans les montagnes de Jérusalem. On a reçu des milliers de volontaires, quasiment tous, beaucoup, la plupart venaient de l'étranger. La plupart étaient intoxiqués ou par la cigarette, ou par Internet, ou par des idéologies plus ou moins bizarres. Eh bien, sans un mot, juste en les mettant dans un univers optimal, harmonieux, eh bien, au bout de 3-4 jours, les désintoxications étaient phénoménales. Et comme ils passaient en général entre 3 semaines et 3 mois, c'était absolument miraculeux, au sens strict du terme. Sans rien, sans enseignement, sans parole, sans échange. En plus, à l'époque, je parlais très mal anglais, donc vraiment de manière naturelle. Donc, il faut croire en la capacité salutaire de systèmes nobles, de systèmes harmonieux qu'on mettrait en place et qui aideraient l'ensemble à s'harmoniser au système. Mm-hmm. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Non, non, mais c'est un très bel exemple et tu as amplement raison. Et je ne vais pas encore répéter ce qu'on disait en introduction et ce que, bon, pour ceux qui nous suivent, savent très bien. Ça a été absolument le choix de Yeshurun de commencer par l'individu à se former, puis une fois formé, être en collectivité, s'organiser en collectivité, mais, et il y a un vrai mais, Emmanuel,
qui est due à mon expérience et l'analyse que je peux démontrer, c'est qu'à un moment donné, l'État arrête la chose, d'une manière ou d'une autre. On a également l'exemple, Emmanuel, que tu sais très bien et que tu connais très très bien, c'est par exemple l'anarchisme, qui a fonctionné fantastiquement bien dès l'instant où les gens se sont... Enfin, c'est pas que je défends le modèle anarchique, il y a plein de choses qui ne nous convient pas en tant qu'hébreux, mais en tant que système de créativité, d'organisation sociétale libre, de gens matures, etc. Extraordinaire. Alors, attendez. Mais, eh bien, l'armée est rentrée et a massacré tout le monde. Dès l'instant où on renonce à prendre le pouvoir, et donc ça veut dire le pouvoir aussi militaire, nous prenons le risque de nous faire massacrer. Et c'est pour ça que j'ai vraiment décidé de rentrer et de faire rentrer Yeshurun en politique et de développer toute une stratégie qui nous permettra de rentrer dans la société de cette manière-là. C'est pour nous préserver de cela. Oui. Mmh. Oui, c'est vrai, je m'en excuse, j'aurais dû préciser pourquoi je n'ai pas parlé délibérément de cette question centrale, n'est-ce pas, en Israël, de cette difficulté incroyable. Parce qu'en vérité, je voudrais réserver cette question sur la question arabe, des Arabes à l'intérieur d'Israël et à l'extérieur d'Israël. Ce sont des questions très complexes, très profondes, et il faut leur donner du temps pour cela. Donc il y a l'une des 32 directions qui fait des propositions très claires sur ces sujets-là. Je préférerais pas rentrer là-dedans, mais là, en tous les cas, là maintenant, parce que ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Mais c'est évident, cher ami, c'est évident que c'est une problématique qu'il faut régler parce que de la même manière, si toutefois on s'est spirituellement préparé à ne pas considérer l'autre systématiquement comme un ennemi, je parle intérieurement, sur le plan politique ou sur le plan militaire, et il y a des raisons de considérer un certain nombre d'entre eux comme des ennemis. Mais je parle intérieurement déjà pour pouvoir négocier des choses d'une manière ou d'une autre, ou pour pouvoir solutionner quelque chose de manière paisible. Il faut considérer l'autre autrement qu'un ennemi. Et donc, on en parlera, on creusera ensemble cette grande problématique. Oui. Oui, avec plaisir, oui. Oui. Oui, c'est même pas qu'ils vont dans un conflit, c'est qu'ils écrasent littéralement. Hein. Moi, j'ai vu des familles jetées dans la rue pendant les grands froids, pendant la neige en Israël, sur les montagnes. Ils les jetaient dehors. Oui.
Eh oui, parce qu'on n'a pas le droit en tant que juif de vivre sous une tente, oui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai, et je me permets aussi de reformuler parce que c'est un petit peu, ça va être la marque aussi de Yeshurun. Je dirais, je mettrais pour ma part un peu moins de résistance parce qu'en vérité, nous n'avons rien à leur prendre. Nous n'avons pas de centre d'intérêt. Oui, non, non, j'ai très bien compris, bien sûr. Tu, tu sais bien que notre logo est le logo de la résistance des Maccabées et de l'indépendance monétaire face à Rome. Donc je suis tout à fait en accord avec toi, mais je me permets juste de jouer sur les mots pour aider à la compréhension, dans le sens où euh, il n'y a même pas besoin véritablement d'être en résistance ou être en tension avec l'État. Ce que nous voulons, c'est être explicite auprès du peuple dans une proposition d'un autre système et d'un autre État, et d'être euh, les plus cohérents possibles, de montrer vraiment les grandes arcanes de ce que peut être un autre système, et donc direction après direction, je vous ai dit il y a 32 grands principes, et bien principe après principe, les expliciter. On a une grosse campagne qui est prévue, qui va, Bezrat Hashem, commencer très, très prochainement, mais ça doit être des campagnes populaires, de rappeler au peuple que nous sommes là pour autre chose et que cette autre chose, en vérité, est tout à fait possible. Et dès l'instant où cet embryon de démocratie nous amènera à être élus, d'une manière ou d'une autre, eh bien après, libre à nous de proposer tous les référendums possibles et imaginables dans les règles de l'art, et de faire, avec l'approbation du peuple, une véritable révolution du système. Oui.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. On devrait te prendre comme diplomate au sein de Yeshurun. Merci. Ok. Amen, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Merci beaucoup pour ton intervention et je ne sais pas quelle heure il est. Si peut-être une dernière intervention, si vous voulez, avec plaisir. Ou si vous voulez, moi je ne peux pas les lire, hélas. Déjà je n'arrive pas à les trouver, mais je vois des fois il y a des messages qui passent. Vous pouvez les lire si vous voulez, comme vous pouvez. Ah oui, alors d'ailleurs, si vous nous cherchez sur Facebook, ils nous ont censuré la semaine dernière, donc vous ne trouverez plus notre Facebook. Mais vous inquiétez pas, on va réapparaître sous d'autres formes. Ok, c'est vrai. Sûr. Ok. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Ok. Oui, oui, oui. Je fais bien sûr, je donne crédit à ta parole de par la profession que tu exerçais. Bon, je te laisse libre de le dire ou pas, mais tu connais bien ce sujet en tous les cas. Et il est vrai que lorsque on prend une parole médiatique à un moment donné, il faut mesurer ce qui est dit ou ce qui n'est pas dit. C'est évident que c'est très important, oui. Et on en parlera très très précisément.
Bien sûr, oui. Bien sûr. Bien sûr. Très bien. Voilà, chers amis, une première rencontre. Alors bien sûr, on, on reverra de manière cyclique, hein, une fois qu'on a passé les 32 sujets, alors on revient à ces 32 sujets et puis on va se faire des banques de données doucement, doucement sur tous nos entretiens et les retranscrire aussi par écrit, par petites revues. Peut-être que, en tous les cas, certains le savent, l'affection et l'expérience que j'ai pu acquérir auprès de logiques des mouvements zapatistes au Mexique qui eux aussi ont beaucoup travaillé le porte-à-porte. Et c'est évident qu'il faut avoir foi en le peuple, en sa capacité de s'organiser, et que c'est ce qui doit prévaloir. Mais comme je le dis une fois encore, l'expérience de l'histoire et l'étude du présent sur les comportements totalitaires des gouvernances d'aujourd'hui, des grandes gouvernances en tous les cas, c'est que il faut pouvoir, à un moment donné, faire la différence au sommet de l'État, sous peine d'être radicalement empêché. Mais Bezrat Hashem, les choses se feront en temps et en heure, et Bezrat Hashem avec sa protection. Voilà, chers amis, un grand merci une fois encore pour le temps passé, et ça me fait très plaisir de vous retrouver. Et parlez-en, invitez des amis, et on veut réunir la juste pensée de tout le clal. Alors faites venir. Et puis, aussi, si vous voulez partager, c'est ce qui se fait, ça rejoint un peu votre dernière remarque. Maintenant, on fait passer beaucoup les audios en fait de nos réunions une fois montées. On les fait passer un peu sous le manteau pour que beaucoup plus de gens puissent l'entendre et nous rejoindre d'une manière ou d'une autre. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom, mes chers frères et sœurs, et à dimanche. Oui. Shabbat Shalom et Vorach. Plaisir, Shabbat Shalom.